Bonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités de cette première rencontre en début d'après-midi. À mes côtés, donc, Claro tout court, nom d'écrivain, et puis Olivier Manoni. Claro, je vais commencer par te présenter, écrivain, traducteur, blogueur, éditeur, quelques-unes de tes activités. Ton dernier ouvrage paru en tant qu'écrivain, si je ne me trompe pas, est La Maison indigène, paru chez Actes Sud. Et parallèlement, tu as une carrière de traducteur, d'auteur pour l'essentiel américain, mais pas que. William T. Vollmann, Thomas Pynchon, John Barth, Marc Danielewski, ces deux derniers auteurs pour lesquels tu as reçu le prix Maurice Edgar Coindreau, James Flint, William Gass, Hubert Savage Jr., Alan Moore. Parmi les non-américains, on peut citer Salman Rushdie. Et je retiens également la merveilleuse Eleni Sikelianos, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Arles il y a 15 jours. Ce qui réunit un certain nombre de ces auteurs est la monstrueuse difficulté qu'il y a à les traduire. Et tu fais sans doute partie de ces traducteurs à qui on pense quand il s'agit de traduire un texte monstrueusement difficile. La réputation que tu partages avec quelques autres et que tu partageais avec Feu Bernard Hopfner, qui est un ami commun par lequel nous nous sommes rencontrés. Olivier Manoni, tu as à ton tableau de chasse environ 200 ouvrages. Alors, certes, ça... Non, voilà. Je me suis douté d'ailleurs en prononçant ce mot que ça allait poser un problème. En tout cas, comment dire, attraper dans ton filet, non, c'est pareil, c'est le même genre de métaphore, c'est pas possible. Oui, ça. Oui, non, on fait juste de la régulation. D'accord, ok. À ton actif, merci. Voilà, c'est neutre, c'est plat, mais c'est neutre. Donc, ça peut paraître, bon, évidemment, au fil des nombreuses années depuis lesquelles tu traduis, ça reste quand même énorme. Par exemple, en 2013, j'ai noté 7 parutions, dont Freud, Zweig, Martin Suter. Donc, la question qui me vient très vite, c'est est-ce qu'il t'arrive de dormir ? Bon, je te laisserai répondre plus tard. À noter dans cette biographie une fidélité à certains auteurs que tu traduis au long cours, Martin Suter justement, ou Peter Sloterdijk. J'ai vu qu'il y avait un de ces titres là-haut à la librairie, parmi les plus connus. Hein. Et puis, tu as aussi traduit un monstre authentique au sens où on entend Sénèque, c'est-à-dire quelqu'un qui, par ses actes, s'exclut de l'humanité. C'est Adolf Hitler, puisque tu es le traducteur de l'édition critique de Mein Kampf, intitulée « Historiciser le mal », qui est paru cette année chez Fayard. Voilà. Et en dehors de tes activités de traducteur, tu es également biographe, auteur d'ouvrages sur Günter Grass et Mannes Sperber. Tu as longtemps été président de l'Association des traducteurs littéraires de France et tu diriges depuis 2012 l'école de traduction littéraire fondée à l'initiative du CNL. J'ajoute que tu as été en 2018 lauréat du prix Eugen Helmle, prestigieuse récompense qui est réservée aux traducteurs de l'allemand vers le français et vice-versa. Donc, peut-être que ces deux, non pas tableau de chasse, mais c'était quoi le terme neutre ? Ça marche plus, hein. Je suis obligé d'adapter et de varier, c'est affreux. Alors bon, voilà, ces deux constellations, pas mal, d'auteurs traduits nous aideront à définir ce qu'est un texte monstre, un texte monstrueux, ce qu'il a d'extraordinaire. Lorsqu'on regarde par exemple le blog, le clavier cannibale, cette idée d'extraordinaire est illustrée par les 5 dernières publications. Les postes de novembre concernent une série purement visuelle. Alors, elle est intitulée 1, entre parenthèses, normal. Un jour, pardon, normal, un livre bizarre. Voilà, et c'est une nouvelle manifestation de ce goût pour la littérature hors norme que Claro manifeste. Donc, pour commencer, ma première question serait qu'est-ce qui rend un texte monstre ou qu'est-ce qui le rend, en tout cas, déjà difficile à traduire? Parce que c'est une question qui peut paraître évidente, mais la réponse ne l'est peut-être pas tant que ça. En quoi
une difficulté est-elle monstrueuse? Alors donc, on part un peu de la notion de livre monstre ou livre monstrueux. Donc, effectivement, c'est une notion qui est appliquée, qui est donnée par autrui, hein, pas forcément par le traducteur ni par l'auteur, on va dire dans sa réception ou avant réception, peut-être par l'éditeur, on va parler d'un livre monstre. Et je pense qu'il faut voir qu'est-ce que ça recouvre en général dès qu'on commence à coller cette étiquette étrange. Moi, je pense qu'en fait, il y a pas mal de contresens et de faux sens derrière tout ça, parce que souvent, on va appeler les critères, ça va être dès qu'un livre est gros, c'est un livre monstrueux. Il existe quand même des daubes monstrueuses, on est d'accord. Mais le fait que quand quelqu'un traduit un livre de, on va dire, plus de 1000 pages, tout de suite, évidemment, comme on est dans un domaine un peu littéraire, on pense que c'est déjà un exploit, etc. Donc, je pense qu'on pourra en parler, mais c'est pas du tout un exploit de traduire un livre de 1000 pages. C'est comme si on traduisait 10 livres de 100 pages, ou 20 de 50, ou 5 de... Ouais, enfin bref. Voilà. En plus, non seulement je pense que ce sont des erreurs, mais c'est presque plus facile, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai plus de facilité à traduire un livre de 1000 pages, donc qui ne demande pas spécialement plus de souffle que de traduire 10 livres de 100 pages. Parce qu'au contraire, quand vous avez un livre de 1000 pages, vous avez un panel comme ça de ce que sait faire l'auteur qui est prodigieux. Vous pouvez voir l'étendue de son lexique sur 1000 pages, ce qu'il sait faire, pourquoi il le fait, pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il ne fait pas cela. Donc, au contraire, je trouve que l'abondance permet au traducteur de pouvoir prendre ses aises. En plus, comme ça se répartit sur peut-être vous mettez 5-6 mois à traduire 1000 pages, vous avez le temps de prendre la mesure des choses, de voir la couleur des nuances, etc. Alors que moi, ça m'est arrivé de traduire des livres de 100 pages. C'est extrêmement frustrant parce que vous baignez dedans un temps très court. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous imprégner de la poétique, de la prosodie de l'auteur. Donc déjà, voilà, la taille, à mon avis, c'est un leurre de croire qu'un livre de 1000 pages est monstrueux. Donc déjà, il faut écarter ça. Et je pense qu'il peut y avoir des livres monstrueux de 200 pages. Après, les autres critères qui sont affublés au monstrueux, il peut y avoir justement, dès qu'on a une langue, on va dire, pour le dire basiquement, une langue extrêmement riche ou une langue excédentaire, quelque chose de, on va dire, en fait, qui souvent peut être très lyrique, etc., qui n'est pas du tout une langue sèche. Donc là, une fois de plus, c'est un leurre de penser qu'une langue qui serait très complexe, que ce soit d'ailleurs peut-être point de vue syntaxique, comme c'est le cas par exemple chez Pynchon, ou très riche d'un point de vue lexical comme Vollmann, ou d'un point de vue sonore comme chez Gass, c'est plus compliqué. Là encore, j'ai l'impression que c'est une erreur, une illusion, parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, plus c'est riche, plus vous avez une marge de manœuvre. Moi, quand j'ai traduit des textes des fois qui étaient une langue très, 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 très sèche, presque blanche, c'est très difficile. Vous n'avez rien pour vous raccrocher, vous n'avez pas d'équivalence. Alors que dans un livre où il y a une pléthore comme ça, vous avez de la marge, vous commencez à comprendre qu'il peut utiliser 30 couleurs par-ci par-là et que vous pouvez vous permettre des écarts. Des choses que vous ne pouvez pas faire à un endroit, vous les faites à un autre endroit quand il y a des jeux de mots ou des jeux de sonorité. Donc là, voilà, ça encore, ça me semble... mais c'est bien que les gens croient que c'est monstrueux parce que c'est long et bien écrit, en fait. C'est déjà un avantage pour nous. Il ne faut pas leur dire, alors. Il ne faut pas leur dire, peut-être. Après, mais ça, on peut en parler, il faut aussi, je laisse la parole à mon collègue chasseur, c'est qu'est-ce qu'on appelle vraiment des vraies difficultés d'ordre, peut-être syntaxique, lexical ou même de référence. Mais je trouve que c'est important de voir que souvent on dit, enfin moi souvent, parce que je traduisais des livres de 1000 pages, on voyait ça comme un exploit. Mais non, en fait, en tout cas, les traducteurs, eux, ne se laissent pas abuser par ça, je pense. Après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas l'idée de passer 6 mois, 8 mois ou 1 an sur un livre. Hein, ça, c'est autre chose. Mais ça ne peut pas être une difficulté en soi. Ça n'a pas de sens. Olivier Manoni. Oui, je suis parfaitement d'accord. J'ai
traduit il y a longtemps, parce qu'heureusement, je ne fais plus trop ça, mais j'ai traduit des très grands bouquins, même des séries de très grands bouquins. Donc, c'était sur 5-6 ans à la file. Tu as fait La petite maison dans la prairie, c'est ça? Non, j'ai fait les livres de Helmut Berding qui étaient des livres médiévaux un peu fantastiques. Donc, voilà, et qui étaient pas monstrueux, ni en difficulté, mais qui étaient longs et puis qui nous faisaient vivre. Il faut dire les choses aussi. Le monstrueux en volume nous fait vivre. Autant qu'un sanglier de bonne taille pendant plusieurs jours. Mais c'était pas, moi, j'avais pas pris en fait ce monstre dans ce sens-là. Pour moi, les livres monstres que j'ai pu traduire, il y en a pas énormément. Ils peuvent être courts ou longs. Il y en a qui sont monstrueux au sens où l'entend Peter Sloterdijk, c'est-à-dire quelque chose qui se montre. Sloterdijk parle du XXe siècle comme l'ère des monstres, au sens où c'est l'ère où tout d'un coup, ce qui sort totalement du rang commence à s'élever en tant que tel, c'est-à-dire à prendre une entité, une valeur, la valeur du monstre, en produisant toutes sortes de choses terrifiantes ou très intéressantes. Et moi, c'était un peu dans cet esprit-là que j'avais pris ce sujet, que je l'avais interprété, je veux dire. La difficulté, on peut en reparler. J'ai traduit des choses très courtes, abominablement difficiles et passionnantes, des choses très courtes et extrêmement faciles et monstrueuses au sens premier du terme, c'est-à-dire des textes mal écrits. Par exemple, pour un traducteur, un texte facile et mal écrit, c'est la pire des choses. Puis là, c'est vraiment monstrueux, ça vous atteint vous-même, vous vous faites bouffer par le texte beaucoup plus facilement que par un texte difficile. Mais pour moi, le livre monstre, c'est encore un peu autre chose. C'est la dimension donc sloterdijkienne de la littérature, c'est-à-dire ce qui sort des rangs, ce qui sort de la normalité, pour aller chercher autre chose. Alors, ça peut être des choses effectivement monstrueuses. Tu as parlé, Yann, de Historiciser le mal, donc l'édition critique de Mein Kampf, où j'ai passé en gros 9 ans avec un texte qui était monstrueux par la taille. Ça fait 1200 feuillets, c'est très, 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 très long quand on traduit ça, et monstrueux sur le fond, et monstrueux parce que son contenu est loin de s'arrêter au XXe siècle et revient en ce moment. Avec une traduction qui, elle, était vraiment monstrueuse, c'est-à-dire qu'il s'agissait de reconstituer un langage totalement déstructuré et déstructuré à moitié par inculture et à moitié à dessein pour noyer la pensée dans le langage. Donc ça, c'est un livre monstre en soi, et qui se voulait tel, et en plus monstrueux quant à la traduction. Et puis j'ai quand même eu d'autres livres aussi qui étaient monstrueux par l'ambition qu'ils avaient, c'est-à-dire que c'était des monstres dans leur alors, il se trouve que, en l'occurrence, c'était à la fois par le volume et par la taille, mais parce qu'en fait, le volume, simplement, était à la hauteur, était taillé aux dimensions de l'ambition de l'auteur. Donc, les deux derniers, c'était le livre de Frank Witzel. Déjà, le titre, c'était comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction armée rouge à l'automne 1969. Donc, déjà, le titre posé, c'est un titre littéralement monstrueux. Et puis tout récemment, le grand rire des hommes au bord du monde de Philippe Weiss, dont on va reparler un peu plus tard, qui pour moi est la quintessence du beau monstre, c'est-à-dire de quelque chose qui va tenter de réinventer le livre, déjà, pas physiquement. Celui-là, c'est 5 romans en un seul roman, avec 5 voix différentes, ce qui est déjà extraordinaire. C'est-à-dire que l'auteur écrit dans 5 volumes, dont un manga, avec 5 styles absolument différents, absolument séparés les uns des autres, au point qu'il avait demandé à son éditeur Zourkamp à l'origine de signer chacun des livres d'un nom différent. Zourkamp a refusé en disant, écoutez, déjà, on va se tuer avec votre bouquin. Si en plus, on a 5 auteurs, ça ne marchera jamais. Donc, mais Philippe rêvait d'avoir un livre totalement anonyme avec 5 auteurs qui se côtoyaient dans un seul livre. En fait, ce bouquin-là, c'est ça. C'est un livre monstrueux aussi parce qu'il englobe une période absolument gigantesque de l'histoire, des styles de textes totalement différents, des points de vue sur le monde totalement différents aussi, et qu'il englobe tout ça dans une espèce de gigantesque Rubik's Cube où les 5 livres s'emboîtent les uns dans les autres, où on retrouve les histoires des personnages des uns des autres dans chacun des livres, et où en fait on peut prendre ce gigantesque roman par n'importe quel volume et suivre après avec les autres. Voilà. Et c'était un livre qui était, alors là pour le coup, moi j'ai
aucun moment l'impression de faire un travail monstrueux. C'est extrêmement agréable. Et en plus, l'avantage, c'est que parfois, quand on est avec un seul auteur sur une grande période, au bout de 100 pages, on connaît ses tics de langage, on connaît ses habitudes, et on s'embête parfois un peu d'un point de vue stylistique. Et là, j'avais 5 auteurs avec un seul. Du coup, pour le coup, c'était lui. Enfin, il avait vraiment assumé un côté monstrueux, y compris dans sa personnalité d'écrivain. Voilà. Donc finalement, l'approche d'un texte monstre n'est pas plus compliquée. Il n'y a pas à dompter les monstres quand on les approche. Il n'y a pas une prudence particulière quand on se dirige vers un texte dont la difficulté apparente finalement peut être une aide. Est-ce que vous pouvez chacun vous approprier cette assertion un peu hasardeuse, ou alors est-ce que au contraire il y a quand même des prudences à avoir quand on s'approche de textes hors normes? Ben oui, parce que là, si on parle vraiment de textes hors normes, c'est-à-dire de textes qui font autre chose que raconter une histoire, et même la raconter bien, c'est-à-dire qu'ils partent dans d'autres directions, ils font des tentatives, soit en brisant les formes, soit en altérant le langage. Nous, traducteurs, on se retrouve face à quelque chose qui est un peu comme un double bind, c'est-à-dire que dans un premier temps, on ne comprend pas bien ce qui se passe, on sent qu'il y a on achoppe, il y a quelque chose, il y a une opacité, et on se dit ça, peut-être je ne sais pas faire. Mais ce n'est pas la même chose que quand on refuse, par exemple, un texte, parce que, je ne sais pas, il va y avoir plein d'histoires de marine à voile, et que bon, peut-être il vaut mieux avoir fait un peu de marine à voile soi-même pour comprendre de quoi on parle, même si on peut trouver les choses dans un dictionnaire. Là, il n'y a rien de référentiel, il n'y a pas de source qui pourrait nous aider à embrasser et saisir l'objet, parce qu'il se passe quelque chose dans le langage ou dans la forme qui est compliqué. Et à la fois, c'est ça qui, en général, excite le traducteur, c'est il dit « Ah, mais ça, a priori, je ne sais pas faire, mais je pense que, justement, le livre est là pour m'apprendre à le faire. » Moi, j'ai toujours l'impression que les livres, ils viennent en traduction parce qu'ils ont un désir eux-mêmes d'être traduits. Ils font des choses dans la langue, ils poussent suffisamment la langue pour dire j'ai envie de recommencer dans une autre langue parce que du coup j'ai fait quelque chose qui est intéressant par rapport au langage, et donc ce livre peut recommencer. Il peut avoir une nouvelle existence, et il appelle effectivement de la part du traducteur certaines formes de liberté. Je ne sais pas, il faudrait donner des exemples. Je vais traduire un livre de Marc Danielewski qui s'appelait La Maison des Feuilles, qui lui les difficultés étaient d'ordre, on va dire, vraiment typographique. C'est-à-dire qu'il fallait des fois faire des choses d'une certaine taille dans la traduction, donc c'était une forme de contrainte. Il y avait des tas de choses cachées, donc il faut trouver quand il y a des palindromes, des anagrammes, des choses comme ça. Et puis Marc Danielewski a fait un autre livre un jour qui était basé sur une contrainte où il y avait 360 pages, chaque page faisait 360 mots, enfin c'était un peu compliqué. Et en plus, il utilisait des tas de termes que je ne comprenais pas, qui avaient l'air d'être de l'argot ancien, et en faisant des recherches, on ne les trouvait pas. Et donc, j'avais demandé, est-ce que tu peux peut-être m'aider, me donner tes sources, etc. Il m'a dit, non, mais ça prendrait beaucoup plus de temps à t'expliquer les choses que tu ne pourrais le mettre à le traduire. Il faut que tu le ressentes. Il faut que, voilà, c'est comme un livre dans une langue étrangère, et tu dois apprendre cette langue étrangère en le traduisant. Donc en fait, on comprend, des fois, chaque livre va proposer ses modalités de traduction. Donc celui-là, c'était un livre qu'il fallait traduire. Moi, je lui ai dit, je vais le traduire comme un peu comme si je le traduisais dans le noir, ou comme si j'étais un idiot faulknérien. C'est-à-dire, je fais semblant de comprendre et j'essaie de tirer du sens de ça. C'est un peu risqué, hein, mais bon. Lui, il a pris le risque en l'écrivant, et moi, j'ai pris le risque en le traduisant. Mais voilà, à chaque fois, il faut arriver à déterminer quelles sont les difficultés, et savoir si nous, on est capable de le faire. Donc, il faut faire des essais, il faut faire des choses, parce que là, on est en territoire complètement inconnu. Et on peut mettre du temps. Moi, je me rappelle Le Tunnel de William Gass, qui est un livre qui est très monstrueux sur la forme, hein, qui rejoint les puissances du mal, le fascisme, etc. Et avec des choses monstrueuses dedans, mais c'est surtout avec une langue très sonore, très
mais vraiment dans les profondeurs. Et dans un premier temps, je faisais une première version qui était un petit peu, on va dire, soft, pour dire bêtement. Et après, je me suis dit, je repasserai dessus et j'essaierai de réintensifier toutes les choses, de trouver un peu des sonorités. Et ça marchait pas du tout, en fait. Il fallait se mettre complètement à l'intérieur, comme si on réécrivait le livre et retrouver les impulsions pour retrouver cette puissance. Et en fait, au bout d'un moment, quand on est vraiment à l'intérieur, je crois que le cerveau, il trouve de lui-même les choses qu'ils font parce qu'on est sur la même. Il faut trouver la vibration en fait. Une fois qu'on est sur la bonne vibration, on va trouver. Il y a une phrase que j'aime bien de Picasso où il dit "Je ne cherche pas, je trouve". Alors c'est une phrase qui paraît d'un orgueil démesuré, mais à la fois il y a aussi quelque chose d'humble là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de chercher en fait. Il faut trouver tout de suite. Et pour trouver tout de suite, il faut arriver à tomber sur le bon texte. Il faut être en adéquation avec le bon texte. Et ça, on le sait assez vite. Au bout de 20-30 feuillets, on a compris si on était, est-ce qu'on était dedans, quoi. Parce que si on sent qu'on reste à l'extérieur, je pense qu'Olivier, c'était déjà arrivé, on ne peut pas traduire de l'extérieur. Olivier, justement, est-ce que tu peux donner des exemples? Tu parlais tout à l'heure du Grand rire des hommes au bord du monde de Philippe Weiss, paru cette année au Seuil. Est-ce que tu peux donner des exemples de la façon dont ce texte t'a choisi, enfin, a demandé à être traduit et en quoi il a réclamé une écoute particulière? Alors déjà, il y a des échos. J'aime beaucoup quand Claro parle d'impulsion, c'est exactement ça. Mais on ne traduit pas un texte quand on n'a pas cette impulsion, ou on le traduit mal, forcément. Sauf que l'impulsion peut aussi nous entraîner beaucoup plus loin. Mais ça serait un autre débat. C'est-à-dire que parfois, le texte nous emporte aussi. Juste là, sur ces deux livres dont j'ai parlé, il y a quand même un point commun dont je voudrais aussi parler, c'est qu'il y a un éditeur derrière, que tu connais aussi, bien sûr, c'est Pierre Demarty. Il se trouve que les deux livres, je les ai faits avec lui, que c'est lui qui me les a proposés, enfin, qui m'a proposé la lecture dans les deux cas. Je lui ai fait la lecture dans les deux cas et il a sauté sur les bouquins. Il se trouve qu'à chaque fois, il est parti avant que j'ai fini. Donc, en fait, j'ai commencé les livres avec lui. Mais c'est un éditeur qui traque le monstre aussi, qui a aussi son fusil à monstre. On va continuer. Dans la poche et qui les cherche, mais pas par goût du sensationnel, par goût d'une littérature qui soit d'une exigence qui soit pas simplement technique, je veux dire, qui soit aussi qui est un souffle dans sa forme, dans son fond qui se rejoignent pour des projets qui dépassent tout et qui risquent en permanence d'exploser. Et dans la traduction, je rejoins tout à fait ce que dit Claro, sauf que cette impulsion, on doit l'avoir partout. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des livres qui ne donnent pas d'impulsion, qui ne peuvent pas en donner. Mais un beau livre de 100 pages, on a l'impulsion aussi. Ce qui se passe dans ces livres dits monstres, c'est qu'on a des impulsions multiples. Tu as parlé un traducteur, il a besoin d'avoir des repères. Quand vous traduisez un roman de 200 pages, aussi difficile soit-il, vous avez le plus souvent des cohérences que vous ne découvrez pas tout de suite, mais que vous découvrez à la deuxième lecture ou à la troisième, et que vous arrivez à reconstituer au bout pour en faire une œuvre qui tient avec toutes vos impulsions, avec toutes les sensations que vous avez pu avoir à la traduction, qui a une logique. Ces livres monstrueux ont une caractéristique assez fréquente, je crois, tu me démentiras peut-être, c'est qu'ils cherchent aussi à empêcher les lecteurs d'avoir des repères trop simples. Et c'est en ça qu'ils sont un petit peu monstrueux. Witzel, c'était le cas. L'adolescent maniaco-dépressif, il y a 99 chapitres qui racontent une histoire qui est très complexe, qui utilise le rêve, qui utilise la liste, qui utilise les dialogues, et à chaque fois avec des changements de ton très différents. Le Grand Rire, c'est pareil. On a donc 5 livres avec des types de livres complètement différents. On a une encyclopédie qui est structurée comme un journal intime, des notes prises par une physicienne, enfin une climatologue, qui est en train de devenir à moitié folle, un journal tenu par quelqu'un qui se retrouve à Fukushima quand il y a à la fois le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe de la centrale nucléaire, des enfants rescapés de la catastrophe qui vont se réfugier dans le seul endroit qu'ils pensent sûr et qui est justement la centrale de Fukushima, et un manga extrêmement complexe, extrêmement abstrait, ce qui est assez étrange pour un manga. Et à chaque fois, il faut retrouver en fait les points de repère de l'auteur. Or, l'auteur, précisément, dans les deux cas, s'amuse
à perdre le lecteur, mais pas par sadisme, parce qu'il pense qu'en perdant le lecteur, il va permettre au lecteur de retrouver ses pistes dans son livre, dans son œuvre. Et ça, à mon avis, c'est une bonne définition du monstrueux. C'est un côté labyrinthe antique et minotaure. Il y a peut-être un monstre quelque part, effectivement, dans le bouquin, c'est au lecteur de le trouver. Alors là, pour le coup, le traducteur, il se retrouve là-dedans sans indice, sans jalon, sans point de repère. Il faut qu'il les trouve, voire qu'il les recrée lui-même. Et voilà. Et en plus, la forme, alors peut-être qu'on en parlera un petit peu après, la forme de ces livres est tout à fait sidérante parfois. Parce qu'elle recrée aussi une forme de roman qui est complètement hors norme, hors des sentiers battus. Et je veux dire que c'est ce côté du monstrueux, moi, qui me plaît bien. Quand j'ai les descriptions nombriliques de vie pas très intéressantes, franchement, je préfère traduire des choses extraordinairement difficiles que ça, quoi. Et j'imagine que ces textes qui vont chercher des zones inexplorées de la littérature et qui travaillent avec des formes sont souvent aussi des textes qui sont difficiles à éditer, pour des questions concrètes. Il y a la question qui se pose de la relation avec chacun de vos éditeurs. Est-ce que les textes viennent à vous en général par des éditeurs ou est-ce que c'est vous qui leur apportez? Et si vous leur apportez, si c'est des textes extrêmement complexes, comment ça se passe pour réussir? Je ne sais pas, moi je prends l'exemple d'un texte d'Arnaud Schmitt, Zettelstraum, ou des choses qui matériellement sont quasiment inéditables parce que ça représente un coût monstrueux. Comment porter un projet de texte monstrueux dans l'économie du livre aujourd'hui? Il faut un peu d'obstination, mais c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je traduis à peu près. Donc tout de suite, j'ai eu quand même l'impression que c'était au traducteur d'amener des textes et d'essayer de convaincre l'éditeur. Donc déjà de trouver lui-même, à son avis, quel était le bon éditeur pour tel livre. Alors ça prend du temps. Je sais que pour Volman, j'ai mis 6 ans avant de trouver un éditeur et de convaincre. Bon, après un éditeur qui l'a suivi. Mais après, au bout d'un moment aussi, les éditeurs vous proposent des textes, ils ont compris quel genre de trucs un peu fous vous aimiez, donc on peut continuer comme ça. Cela dit, maintenant, depuis 10 ans, je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de mal à imposer un texte et à lui trouver un éditeur qu'avant, en tout cas auprès de gros éditeurs. Je sais que les Lyon de Lucie Hellman qu'on a fait au Seuil, là, une fois de plus, c'est grâce à Pierre de Marty dont on vient de parler, qui est parti après, évidemment. Il fait un gros livre, il coule la maison et il part, il a raison. Enfin, il n'a pas coulé le Seuil encore, mais voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile de convaincre. Je pense que les Lyon, il y a 10 ans, j'aurais trouvé beaucoup plus facilement un éditeur. Là, je sentais des réticences. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile à placer chez les grands éditeurs que. Alors maintenant, il y a des petits éditeurs qui sont un peu fous, qui sont prêts à se lancer dans des projets. Hein. Mais c'est sûr que ces textes-là peuvent advenir que s'ils sont portés par le traducteur, parce que souvent, ils sont déjà publiés depuis quelques années, et donc les éditeurs ne s'intéressent pas à des textes qui sont publiés depuis quelques années, puisque s'ils ont été publiés et qui n'ont pas été traduits, c'est que ça n'a intéressé personne, donc ils laissent tomber. Donc, quand vous proposez un texte qui a presque plus de 2 ans, déjà, vous avez l'impression d'essayer de refourguer un vieux truc moisi, ce qui est un peu étonnant, mais alors que moi, j'ai traduit des choses, j'ai réussi à les imposer, des livres qui avaient 10-15 ans. Et il faut savoir aussi à chaque fois quelles sont les raisons pour lesquelles, à l'époque, à l'heure de leur parution, ils n'ont pas été traduits et publiés. C'est pas juste parce que personne n'en voulait. Des fois, ça a été acheté, puis un éditeur est mort ou est parti. Enfin, il y a plein de trucs conjoncturels qui font que des fois, le livre se font pas uniquement parce qu'il fait peur. Hein. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il faut être un peu derrière. Parce que les éditeurs sont devenus frileux, forcément, hein, parce que quand c'est des gros livres, il y a un coût qui est énorme, il y a un coût de traduction qui est énorme, il y a un coût de papier qui est énorme. Ça, ils s'en rendent tous compte et ils sont de plus en plus frileux. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein, parce que quand on voit les coûts, c'est absolument monstrueux aussi, pour le coup. Olivier, tu as des exemples de collaborations comme ça que tu as initié ou inversement? Alors, moi, j'ai jamais apporté un livre de ma vie. Moi, il m'arrive de passer un coup de fil à des éditeurs que je connais. Pas toi, Mein Kampf? C'est Goebbels qui m'avait passé le truc.
Non, Mein Kampf, non, c'était pas moi, c'est un éditeur qui me l'a proposé. Mais bon, c'est parce que, enfin bon, on pourra y revenir, mais c'est pas dans le domaine littéraire. L'idée du livre, donc Historiser c'est le mal, puisqu'on peut aborder le problème tel qu'il était lancé au départ, était déjà un livre dont tout le monde savait qu'il coûterait extrêmement cher, qui prendrait énormément de temps. Ce que j'avais pas prévu, c'est que après avoir rédigé un truc aussi fidèle que possible, mais à peu près lisible, le directeur d'édition change et me demande de faire un travail pour un traducteur totalement monstrueux, c'est-à-dire de publier une traduction aussi lisible que le texte d'origine, mais aussi lisible, c'est-à-dire mot pour mot. Donc, quand Hitler, ce qu'il fait tout le temps, aligne 8 adverbes successifs, on m'a demandé de remettre les 8 adverbes là où j'en avais laissé 4. Donc ça, c'était effectivement monstrueux. Mais c'est pas moi qui l'avais proposé. Non, je propose pas trop ce genre de trucs. Après, j'ai souvent des éditeurs qui m'appellent parce qu'ils ont cette espèce de frisson face au monstre. Et quand ils ont un frisson face au monstre, quand c'est un bouquin allemand, ils m'appellent. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, j'ai eu vraiment dans ma vie, à de multiples reprises, des éditeurs qui me disaient « Écoutez, j'ai quelque chose de complètement dingue, je pense que c'est pour vous. » Je n'ai jamais su très bien comment le prendre. En tout cas, ça se passait comme ça. Après, il y a aussi des cas où les éditeurs en ont marre, quoi, de faire du, je ne vais pas citer de nom, mais bon, de faire du quatrième récit du même inceste pour la rentrée littéraire, et ils cherchent autre chose aussi. Dans le cas du Seuil, pour le Grand Rire, donc c'est Pierre qui m'a demandé la lecture. Il a fait faire, je l'ai su après, une deuxième lecture quand même par sécurité. Il a vu tout le monde. Je lui avais signalé les immenses problèmes, je vais en parler là maintenant, notamment de mise en page. Il est allé voir la fabrication, et la fabrication du Seuil lui a dit « Mais c'est fabuleux, on se met là-dedans tout de suite ». Et Hugues Jalon, qui est le directeur du Seuil depuis 2-3 ans maintenant, a fini par dire on va être obligé de le faire. Et on l'a fait. Et en fait, derrière ce côté monstrueux du bouquin, a mis en branle toute l'équipe du Seuil d'un bout à l'autre et qui a fait un travail. Enfin, moi, j'avais jamais vu un tel bloc avec moi pour mener le boulot. Je ne sais pas si on peut. J'avais préparé 5 petits documents pour vous expliquer un peu comment ça a marché. Si on peut les projeter. Je ne sais pas. Si c'est possible. C'est juste pour ça doit être en cours. C'était vraiment pour répondre à ta question et à ce que disait Claro sur les coûts et les. Essayer de voir si c'est possible. J'entends un cliquetis d'ordinateur, donc je pense que ça va arriver. Voilà. Donc, le Grand Rire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un roman qui est d'abord illustré. Là, c'est le premier volume, donc l'encyclopédie de Paulette Blanchard, qui est une jeune femme du 19e siècle, et qui raconte en fait l'histoire de la Commune, de la Révolution industrielle et de l'exposition universelle du Japon qui a lieu à la fin du 19e. Et tout le livre est tissé à la fois de récits linéaires en 8 encyclopédies qui se suivent, qui sont par ordre alphabétique. Heureusement, Philippe Weiss a eu l'extraordinaire idée de mettre son ordre alphabétique en français dans le livre allemand, ce qui m'a beaucoup facilité la tâche. Je ne sais pas si on y serait arrivé autrement. Et qu'il entretisse donc d'illustrations de toutes sortes, ce qui pour un éditeur, on le sait, quand c'est de l'illustration en pleine page et pas en cahier, est déjà un problème considérable. Des illustrations en plus qui sont entourées par le texte avec des choses parfois assez complexes. Pour moi, des problèmes d'iconographie, parce que là, pour le coup, les iconographies étaient en allemand, donc il a fallu que j'aille chercher des traductions sur des choses extrêmement compliquées qui existaient à l'époque sous des noms totalement différents que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ça, c'est le deuxième livre, donc celui de Colette Blanchard, l'arrière-petite-fille de Paulette, qui est physicienne, qui est en pleine dépression nerveuse, et le livre est composé de pages de ce type-là. Donc des dessins, des fragments de texte qui sont un peu perdus de tous les côtés, et puis parfois ça.
c'est-à-dire des textes en frise, des textes en diagonale, des textes qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors déjà, pour un traducteur, c'est très amusant parce qu'il faut que, enfin, vous savez peut-être que quand vous traduisez, très souvent, la langue française foisonne par rapport aux autres. Et là, évidemment, il fallait rester dans les clous et dans la frise dessinée par l'auteur. Mais pour la fabrication d'une maison d'édition, c'est un travail de fou furieux. Et on avait travaillé ensemble pour voir comment on pouvait préparer ça. Donc, en fait, chacune de mes pages de manuscrit était numérotée. Chacune des figures ou des phrases, là, en l'occurrence, était numérotée sur un PDF avec lequel ils ont travaillé. Voilà. Et puis un manga pour finir, au seuil, qui en fait pas beaucoup, avec des problèmes d'impression compliqués parce que tout est pas en noir et blanc, mais en blanc et noir, donc avec énormément de noir, et des textes là encore qu'il fallait faire rentrer. Je crois que voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant, enfin pour aujourd'hui d'ailleurs. Simplement le fait que le défi était précisément tellement monstrueux que la totalité de l'équipe du Seuil s'est mise au travail avec une joie que j'avais rarement vue dans une maison d'édition, et qu'on est arrivé ensemble à un résultat tout à fait, sur le plan de la fabrication, tout à fait extraordinaire, avec un coffret qui entoure les 5 livres, qui est beaucoup plus beau que le coffret d'origine allemand, et tout un travail qui a été mené par les graphistes, les illustrateurs, et puis après par l'attaché de presse, etc. Donc parfois, ce que je voulais dire, c'est que ces livres monstrueux sont aussi des choses qui changent tellement les éditeurs de leur routine qu'ils arrivent à s'investir et à investir aussi financièrement, parce que c'était effectivement un grand problème, totalement pour la réussite de livres qui vraiment tentent de faire sortir la littérature de ses rails. Et le traducteur aussi. On peut peut-être dire un mot du rapport entre la contrainte et la liberté, et comment, lorsqu'on est confronté à des contraintes de traduction extrêmement fortes, on est sollicité à l'endroit de sa liberté d'écrivain, et comment ça peut aussi faciliter les choses. Pour donner un cas précis, par exemple, le deuxième livre de Danielewski, où effectivement, chaque page faisait 360 mots, donc c'est vraiment une contrainte, mais une contrainte, on va dire, presque stupide, parce qu'après, il faut juste demander à l'ordinateur de compter. Mais voilà, il faut quand même un peu restituer ce qu'il y a sur la page. Et donc, il y a toujours cette histoire, le mot vient d'être évoqué, de foisonnement. Donc, on parle de l'anglais et on arrive en français. Et apparemment, quelqu'un un jour a décrété ou calculé qu'il y avait un foisonnement, c'est-à-dire qu'en français, ça allait être beaucoup plus long. Je pense que c'est un traducteur pour se faire payer un peu plus. Et alors ce qu'on appelle ce coefficient de foisonnement, il y a plein de théories. Donc il y a des gens qui vous disent que c'est 12%, 12,5%, 15%, 20%, enfin on entend un peu de tout. Et moi, à force d'avoir traduit des textes souvent à contrainte comme ça, j'ai eu l'impression que la traduction était meilleure, plus elle allait vers un coefficient de foisonnement de 0 finalement. Parce que sinon peut-être on se laisse un peu aller, etc. Et qu'il faut garder on n'est pas là pour tout garder du texte. On sait très bien qu'on va en perdre, mais en revanche, s'il fait un saut périlleux, faut le faire. Après, si c'est sur 2 pattes au lieu de 3, tant mieux, mais en tout cas, il faut le faire. Donc, ce sont des mouvements, sont des gestes, sont des choses qu'il faut reproduire. C'est pas un poids forcément de mots comme ça. Il faut pas, c'est pas la quantité. Mais pour revenir à ce qu'on disait aussi par rapport à l'éditeur qui est là pour vous aider, je trouve que c'est aussi un double tranchant. Alors, dans le cas d'Olivier, c'est génial, quoi. Il a eu vraiment une équipe qui était derrière, qui était à fond. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que voilà, un texte un peu hors norme, monstrueux arrive. Donc, on pense soit à Olivier, soit à moi, soit à d'autres gens, en disant eux, c'est des spécialistes. Dès que c'est illisible, intraduisible, ils adorent ça, on va leur donner. Et donc, ça dépasse un peu la compétence normale, on va dire, de lecture d'un éditeur. Et donc, il fait complètement confiance. Et nous, des fois, on se retrouve sans filet. Moi, ça m'est arrivé de rendre des traductions de 1500 pages et où l'éditeur me disait super. Donc là, il y a comme un blanc parce que même en étant un peu bon, c'est pas possible sur 1500 pages, on n'est pas fait de bêtises. Je veux dire par là qu'en plus, j'ai peut-être réussi des choses qui étaient très difficiles dans le texte.
et rater justement des choses très simples parce que toute notre concentration va sur la chose complexe et des fois, il y a une simple description de mouvement, on va mettre n'importe quoi. Donc là, c'est important qu'il y ait vraiment, pour tous ces textes hors normes, qui est derrière des lecteurs compétents, sinon c'est pas possible. Et je sais que quand j'avais voulu traduire Mason et Dixon de Pynchon, donc pour moi c'était la première fois que je traduisais Pynchon, face aux difficultés du texte, je me suis dit il faut que je le traduise avec Brice Mathieu-San, qui connaît bien Pynchon, etc. Il faut qu'on soit deux parce qu'on n'aura pas de filet, c'est pas possible. C'est pas qu'on faisait pas confiance à l'équipe à l'époque, machin, mais ça peut être compliqué. Mais souvent, on est surpris effectivement de voir qu'on a des relecteurs qui font un travail incroyable à partir du texte original et qui repèrent des tas de choses, qui font des propositions et qui permettent. Moi, je pense vraiment qu'une toute traduction, elle peut être améliorée, mais presque de 15% par quelqu'un d'extérieur. Parce qu'au bout d'un moment, on est trop collé dessus et on peut pas l'améliorer. Alors, a fortiori, quand c'est un texte complètement dingue, qui fait 1000 pages, c'est évident qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est là où on s'aperçoit que je pense que la traduction, c'est pas quelque chose de collectif, mais enfin, c'est dangereux de la confier à une seule personne. Olivier, tu as quelque chose à ajouter sur la liberté? Je suis parfaitement d'accord avec Laure. C'est vrai que les fois où l'éditeur dit, enfin, quand on envoie, avant on envoyait les disquettes, maintenant on envoie les fichiers, et où quand on me dit ça part demain à l'imprimerie, à la compo, je suis absolument terrifié parce qu'il a parfaitement raison. Enfin, et je dirais même c'est plus embêtant sur des textes assez simples, quoi, parce que c'est là où on a le plus de facilité à se laisser emporter par la facilité apparente du texte et à laisser passer des trucs énormes qu'on voit heureusement après aux épreuves parce qu'on a le droit de relire quand même une fois. Mais le rôle d'un bon éditeur est absolument essentiel. Sur la liberté, sur la contrainte, j'adore quand j'ai des bouquins qui sont extraordinairement difficiles, parce que là, pour Mein Kampf, j'étais dans l'état de contrainte le plus extrême qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que d'abord, le texte est vraiment illisible, c'est immonde. Et en plus, j'avais un éditeur qui est un homme absolument charmant et d'une rare intelligence, qui est Florent Braillard, donc qui était directeur de la publication, qui m'a demandé quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, et je pense qu'aucun traducteur n'a jamais fait ça nulle part, c'est-à-dire reproduire à l'identique une cochonnerie intellectuelle et stylistique. Et en fait, j'ai abordé ce travail, j'ai accepté en 3 minutes quand il m'en a parlé sur une impulsion, comme tu dis, en me disant c'est de la folie furieuse. Effectivement, pendant 5 ans, j'ai repris mon texte en tentant de cerner ce qui est la pire des contraintes, c'est-à-dire reconstituer le non-texte, en fait, reconstituer la syntaxe absurde, reconstituer l'accumulation de mots qui veulent rien dire. Donc là, sans aucun autre repère que le texte d'origine, et avec quand même une vague idée que j'ai eue au début, qui était que tout ça n'était pas innocent. On parlait tout à l'heure du langage confus en politique et de son utilisation, et ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. De ce point de vue-là, ce texte est un modèle pour beaucoup de gens. Voilà, ça c'est une contrainte très désagréable pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans à faire ça de manière complètement bénévole, puisque ma première partie avait déjà été mais j'ai appris une foule de choses sur ce qu'est la traduction, c'est-à-dire à quel moment on doit revenir à l'os du texte, même quand c'est un os criblé de trous comme ça. Et puis autrement, sur les bons textes, sur les monstres en particulier, les exigences que pose l'auteur, les contraintes qu'il s'est imposées à lui-même, les défis qu'il s'est lancés à lui-même, on les a en écho derrière. Chez Witzel, par exemple, il y avait des passages d'une difficulté infinie. Je me demandais même comment il avait pu les écrire, et je crois Franck était devenu un ami, et il y avait des moments où je me demandais s'il ne se demandait pas aussi, parce que contrairement à ce qu'on croit, un auteur est très très loin de penser son texte à chaque fois. Un auteur, il écrit, il ne pense pas. Enfin, il ne se dit pas je vais faire ça. Il écrit et il crée une structure qui lui plaît, qui ne lui plaît pas, qu'il va refaire après ou pas. Mais c'est de la création, c'est de l'impulsion, c'est pas une réflexion. Voilà. En particulier, pour faire le lien entre Mein Kampf et le livre de Witzel, il y a en particulier un chapitre complètement surréaliste où il reprend simplement, il parle d'une étude qui a été faite aux États-Unis sur le taux de nazification de la langue allemande. En disant il y a une équipe de chercheurs à Columbia, je crois, qui a attribué à chaque mot allemand un taux de nazification. Donc 0,25%, 1%, 50%, c'est-à-dire que le mot a été… voilà. Et il fait tout un texte de 5 pages comme ça,
Et à chaque fois, après le mot, il y a le pourcentage de nazification. Voilà. Et c'est stupéfiant parce qu'on s'aperçoit que la langue allemande n'existe plus en fait. Voilà. Après, j'ai quand même vérifié, l'étude n'a jamais existé, mais il avait recomposé tout son texte comme ça avec les mots allemands. Et en tant que très modeste traducteur spécialisé dans les textes nazis, son texte était d'une vraisemblance totale. C'est-à-dire qu'il avait créé une analyse du nazisme à partir d'une fausse enquête américaine, en procédant simplement par rajout de tout petits pourcentages de nazification, qui créait un vrai texte littéraire expliquant pourquoi la langue allemande était morte en 1945. Voilà. Et à part ça, je suis d'accord avec Claro sur le foisonnement. Il vaudrait mieux pas foisonner. Et beaucoup de traducteurs vieillissants constatent qu'ils foisonnent moins quand ils vieillissent. Ouais. Bah, je te dirais. Ça doit être sexuel, je pense. Quelque chose comme ça. Pardon, je rentrais un peu dans le détail technique parce que je trouve que c'est très intéressant de cette histoire de nazification de la langue. Comment est-ce qu'il fonctionnait? C'est-à-dire, bon, il y a des mots pour lesquels qui ont été créés par les nazis, donc on voit très bien que ça devait être du 100%. Mais alors, sur le reste du vocabulaire, qu'est-ce qui distingue un mot à 10%, un mot à 50%? Alors, je ne le connaissais pas totalement, mais il y avait des mots tout bêtes du type de ceux qui désignaient les loisirs, par exemple, qui avaient été accaparés par le syndicat nazi, ça va me revenir. La force par la joie, voilà, ça y est, qui était une immense organisation qui a remplacé tous les syndicats pour mettre fin à l'horrible lutte des classes et créer un peuple allemand qui avancerait dans le travail, en travaillant joyeusement, en prenant des loisirs joyeux, etc. Et en fait, à travers ça, des mots comme piscine ou voiture, bon, on connaît tous Volkswagen, par exemple, taux de nazification 100%, sont devenus en principe irrécupérable. Volkswagen n'a pas été très bien récupéré, mais il y a énormément de mots de la langue allemande qu'on peut absolument plus utiliser aujourd'hui sans s'attirer des ennuis. Peter Sloterdijk, dans sa conférence Règles pour le parc humain, a déclenché une tempête en Allemagne parce qu'il parlait de sélection au sens biologique du terme, de sélection des enfants à naître, donc de sélection prénatale, ce qui se pratique très, très naturellement depuis des décennies en France aussi sous ce nom-là. Mais le simple fait qu'il ait utilisé sélection en allemand lui a valu, on dirait aujourd'hui une shitstorm, mais de plusieurs semaines. Voilà. Et là, il prenait simplement des mots tout bête avec des mots qui désignaient par exemple une région du Tyrol qui avait été utilisée par cette organisation pour envoyer les ouvriers en vacances, et ce mot-là était devenu symbole d'un lieu de vacances un peu comme Vichy si vous voulez, des mots comme ça. Voilà. Merci. Donc il y a aussi une chose sur laquelle j'avais peut-être prévu de porter le débat pour le rattacher à notre journée. Vous êtes l'un et l'autre traducteurs de ce qu'on appelle parfois des grandes langues ou des langues pas rares, quoique pour l'allemand, en tout cas, en ce qui concerne son enseignement, ça tend à devenir une langue rare. On a ce matin eu plusieurs communication ou débat autour de la place faite finalement non pas seulement à des langues rares mais à des littératures de la marge. Est-ce que ça aide quand même au niveau éditorial aujourd'hui pour essayer de placer des textes, qu'ils soient écrits en anglais ou en allemand? Est-ce que vous ressentez ça? Bah oui, certainement, parce que la majorité des textes publiés en langue étrangère sont, je crois, peut-être 60% de l'anglo-saxon, et puis après ça se divise, mais enfin, je sais pas, moi j'ai pas l'impression de traduire de l'anglais en fait. J'ai l'impression de traduire du William Gass, de traduire du Vollmann, etc. De même que quand je lis du Flaubert, je dis du Flaubert, je dis pas du français. Je trouve que quand les gens ont vraiment recréé une langue à partir d'une autre langue, ils sont, voilà, comme disait Kafka, que toute langue, on écrit toujours dans une langue étrangère.
c'est un autre problème. Donc après, oui, certains auteurs effectivement sont anglais ou américains, mais pour moi, ils font autre chose. Enfin, ils rejoignent la littérature en un autre point que l'identité de la langue. Enfin, moi-même, j'ai aucune affinité avec l'anglais en tant que langue, parce que la seule chose que j'aime, c'est le processus de basculement. Et le fait que un traducteur, c'est quelqu'un qu'on oblige avec un livre braqué sur la tempe à devenir écrivain le temps de quelques pages. Souvent, on demande est-ce que c'est mieux d'être écrivain pour être traducteur? J'en sais rien, parce qu'on peut très bien être mauvais écrivain, donc je ne sais pas si ça, si ça aiderait. Mais en tout cas, le temps de l'écriture de la traduction, et je dis bien écrire une traduction, c'est ce que disait Emmanuel Ocar, il dit je ne traduis pas, j'écris des traductions. Là, il faut devenir écrivain de ceci, écrivain de cela, donc apprendre une langue. Moi, quand je traduis un auteur, je lis tous ses livres, si possible, et j'essaye de comprendre sa langue, son système, qui n'est pas du tout le même que l'anglais standard, que je ne connais même pas d'ailleurs, qui ne m'intéresse pas. Donc oui, après, la question de savoir s'il y a d'autres langues qui sont plus difficiles à imposer, ça c'est évident, hein, puisqu'on vit sous un régime capitaliste qui ne fonctionne que par référence au monde anglo-saxon. Heureusement, voilà, on peut faire passer des textes allemands comme ceux de Hitler, il y a un public. Quelque chose à ajouter, Olivier? Oui, non, pour l'allemand, c'est effectivement une langue qui est en voie d'évacuation de partout là, en ce moment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord aussi avec Laro, on ne traduit pas une langue. Moi, je traduis des auteurs, je traduis des textes d'auteurs, plus exactement. Après, moi, ça fait 43 ans que je fais ce métier. Au début, quand on rendrait une traduction, on disait quand on me donnait une traduction, on me disait faites attention parce que ça sonne pas trop allemand. Je vais pas lever le bras en rapportant la copie. Ça a un peu disparu grâce au travail des traducteurs qui ont, dans toutes les langues, quoi. Je veux dire, André, il ne faut pas que ça sonne russe non plus, s'il te plaît. À force d'entendre ça et d'expliquer, mais c'est pas la peine de traduire Dostoïevski à ce moment-là, prenez, je sais pas, Perrault, c'est bien aussi, ou Alphonse Daudet. À force d'entendre ça, on a quand même fait comprendre qu'un auteur qui travaillait en allemand, il avait aussi une personnalité qui était liée à sa langue. Et puis maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai beaucoup entendu aussi. Alors, les 10 années suivantes, ça a été oui, mais les livres allemands ne se vendent pas. Donc, il y a eu, je ne sais pas, Susskind, des gens comme ça qui faisaient 600 000 exemplaires, mais quand même, ça ne se vendait pas. Ça s'est un peu tassé aussi. Mais maintenant, du coup, quand on me propose un monstre de ce type-là et que je me dis, on va pouvoir faire sortir la littérature allemande, pas la langue allemande, dont je suis comme Claro, ce n'est pas mon problème, de ces stéréotypes qui la disent grise, qui est totalement faux, et inintéressante, qui est totalement faux. Voire noir, des fois. Voilà, pas plus que la littérature française, plutôt moins, même, je trouve. On saute dessus. C'est peut-être là aussi que ça joue, le fait d'être dans une langue qui n'est pas majoritaire. L'anglais, c'est 62% aujourd'hui sur le marché des publications en France. C'est énorme. C'est aussi qu'on peut apporter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Je dirais que quand on arrive à imposer des langues encore plus exotiques, je pense à l'islandais avec ce que publie en particulier Eric Bouri, on arrive là à voir effectivement, c'est presque le côté monstrueux, c'est-à-dire le côté complètement hors norme, hors nous en tout cas, qui impose les livres et qui arrive en fait à percer les barrières je ne sais pas si c'est de l'habitude, oui, c'est de l'habitude et d'une espèce d'indifférence mêlée à des routines commerciales qui étouffent des littératures. Ce qu'il faudrait peut-être ajouter en plus, c'est que cette frilosité peut-être des éditeurs par rapport à certaines littératures n'a pas forcément un sens sociologique très fort, parce que je ne suis pas sûr que le lecteur qui achète un livre se soucie forcément. Je pense que même certaines fois, il ne sait même pas que c'est une traduction, on sait que c'est le cas, et surtout, il ne se pose pas forcément la question de savoir de quelle langue c'est traduit. Parce que souvent, le nom de l'auteur peut faire barrière. Enfin, moi, j'ai traduit Danielewski et Volman. Moi, j'ai plein d'éditeurs qui m'ont dit oui, mais voilà, on peut croire que c'est des Polonais ou des Allemands, etc. Donc, je pense que même un lecteur normal, il s'en fiche de savoir de quelle langue ça vient. Donc, on ne va pas demander à tous les auteurs d'avoir vraiment un nom ou un prénom, peut-être même, qui correspondrait à leur nationalité. Il y a un siècle, je crois qu'il y avait une réputation contraire. C'est Camille, qui est un humoriste du début du XXe siècle, qui
disait que pour être publié, il se faisait passer pour un auteur islandais parce que c'était plus facile en fait que d'écrire en français. Voilà, donc ça c'est aussi peut-être un contexte historique. J'avais pensé aussi à barrer le haut de Claro et à mettre des petits trémas parce que j'ai vu que ça marche bien. Tu peux essayer, noir et rouge, ça peut aider. Moi, je peux mettre un rond sur le A et des trémas sur le haut, c'est mieux encore. Claro aussi, il peut mettre un rond sur le A. Bien sûr. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Je te laisse le truc. Alors, il est peut-être temps de remercier nos intervenants. Dans ce cas-là, je vous propose une pause d'un quart d'heure et de nous retrouver ici pour la dernière table ronde de la journée. À tout à l'heure.